Je vous propose qu'on se lance dans ce programme de la magie des cycles, ça vous va? C'est parti! Alors, déjà, j'aimerais bien définir les termes, parce que ça peut tout et rien dire, la magie des cycles. Qu'est-ce que c'est que la magie? Dans un premier temps, vous avez sûrement déjà entendu la formulation que la magie, c'est l'âme qui agit. Ok, mais bon, souvent on l'explique pas trop. Moi j'aime bien rentrer dans les détails. Donc j'ai envie de préciser un peu comment l'âme agit, comment ça marche, tout ça, et mettre un peu de lumière sur cette interrogation qui est légitime en fait, hein, parce qu'on pourrait se dire ok, mais c'est quoi l'âme et comment elle agit à travers nous? Je vous propose qu'on commence par ça. Alors, je pense que pour vraiment comprendre l'âme, c'est important de dire ce que c'est pas. Ben, en fait, c'est hyper important de définir les termes parce que souvent, en fait, je pense que c'est ça qui différencie la doctrine ou le dogme de la juste compréhension des choses. Parce que souvent, on nous dit la règle, c'est ça. Sauf qu'on n'explique pas d'où elle vient ou on n'explique pas comment elle est arrivée là. Moi, j'aime bien vous rendre maîtresse de votre compréhension et de se dire, bah, ok, je pourrais vous dire la magie, c'est la magie, ça marche, c'est trop bien, ça marche, mais ok, comment ça marche, quoi. Donc, je pense que pour définir ce que c'est que la magie, c'est bien de définir ce que ce n'est pas. Et je vais vous parler de la personnalité d'abord parce que c'est vraiment deux notions qui s'interpénètrent et qui sont en lien, vraiment. Voilà, et puis c'est deux notions fondamentales en magie, donc ça peut être bien de définir ça. Donc, si je résume, je suis un individu, et vous êtes des individus, qui faisont partie du règne humain, a priori. Enfin, je crois, il y a pas de baleine dans l'assemblée, donc ça devrait aller. Ah si, il y a des cétacés, mince, pardon. Donc il n'y a pas que des humains, il y a des cétacés aussi. Mais bon, ça marche aussi pour les baleines, en l'occurrence. On possède trois sphères qui sont là, que j'ai nommées en latin parce que souvent, dans la sphère ésotérique, on a tendance à se battre sur ces trois termes parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de définir, parce que ça nous évite de nous taper dessus. Juste, on est au clair sur les termes et après, on peut être d'accord ou pas, mais au moins, on est au clair sur les termes. Je préfère l'appellation latine parce que pour moi, elle a pas d'ambiguïté. Nos trois sphères qui représentent l'individu qu'on est, c'est le corpus, l'animus et le spiritus. Donc, le corpus, c'est la sphère matérielle, c'est la chair, voilà, c'est notre corps. Et c'est en lien avec le règne minéral, pour le coup, qui est arrivé en premier et qui a magnifié cette sphère du corpus, et qui est donc c'est la seule sphère dont le règne minéral possède, donc c'est aussi pour ça qu'il l'a magnifié. Ensuite, on a l'animus qui est en lien avec la sensibilité, les émotions, notre capacité à ressentir, à exprimer le monde et à expérimenter le monde aussi, avec nos cinq sens. Voilà, c'est vraiment tout ce qui s'exprime à travers aussi le paraverbal. C'est vraiment notre sensibilité d'humain. Pour le coup, c'est une sphère qui est liée au règne végétal, parce que le règne végétal, sa vraie mission, ça a été de transcender le corps pour donner de la beauté. C'est pas juste je suis un corps, c'est je suis un corps qui transcende une émotion, qui envoie un message. Et ensuite, on a le spiritus, qui est notre capacité à raisonner, à contacter notre instinct, à se mouvoir, à explorer le monde. Voilà. Donc c'est aussi en lien avec le règne animal, pour le coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le spiritus, il y a deux sphères. Il y a une sphère qu'on appelle le mental concret et une sphère qu'on appelle le mental abstrait. Le mental concret, c'est ce qui me permet de dire, bah voilà, demain il faudra que j'aille faire les courses, je fais ma liste, voilà, j'organise, c'est un peu l'énergie de la Vierge qu'on a en ce moment. C'est la logique en fait. Sauf que c'est pas suffisant, il n'y a pas que ça dans le mental et dans le spiritus, il y a aussi le mental abstrait, qui est notre capacité à imaginer, à faire de l'abstraction, à penser à des choses qui n'existent pas ou qu'on n'a jamais vues. Ça nous permet aussi de communiquer avec l'invisible, ça nous permet aussi d'appréhender le monde sous une sphère qui n'est pas matérielle en fait, ou qui n'est pas toujours logique. Et c'est un bon complémentaire, hein, donc on pourrait appeler ça le conscient et l'inconscient, voilà. Il y a plusieurs manières de l'appeler. Et globalement, c'est une sphère que certains animaux ont accès, donc on pourrait pas dire que c'est le propre de l'homme de faire de l'abstraction.
même si c'est quand même ce qui nous est demandé en tant qu'humains, qui sommes des animaux dédiés à la pensée abstraite. On pourrait dire ça comme ça. Ça nous remet aussi dans notre contexte de les humains sont pas au-dessus des animaux. C'est juste des animaux qui ont une particularité qui est celle de faire de l'abstraction, en fait. Voilà, donc l'ensemble de ces trois sphères, on pourrait dire que c'est ma personnalité. Et c'est à travers ces trois sphères-là que j'expérimente le monde, que j'introspecte, que j'intériorise et que j'agis aussi dans le monde. Donc il y a vraiment cette double action de j'agis dans le monde et je reçois le monde à travers ces trois sphères. Voilà, et du coup, comme j'ai une manière unique d'appréhender le monde, eh ben, je vais développer une personnalité unique. Donc je vais avoir un corps qui ne ressemble à aucun autre. Je vais avoir une sphère émotionnelle qui ne ressemble à aucune autre. Je vais avoir une sphère de pensée qui ne ressemble à aucune autre. Je vais devenir un individu unique à travers ces trois sphères-là. Alors plus ou moins, hein, parce qu'il y a aussi, on verra plus tard, des personnes qui se ressemblent beaucoup, parce qu'elles partagent des traits communs. Et on verra comment ça se fait et pourquoi c'est pas souhaitable en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler la personnalité. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme en l'occurrence? Eh ben, l'âme c'est une entité qui maintient l'ensemble de ces trois sphères. On pourrait dire que si l'âme s'en va, tout se désagrège, ma pensée reste en suspens dans l'invisible, euh, mes émotions sont... Enfin, la trace de mes émotions, c'est la marque que j'ai laissée chez les gens. Et mon corps, c'est ce qui reste et ce qui va se désintégrer en l'occurrence. Donc, ces trois sphères-là, en fait, elles sont maintenues par l'âme. Et en fait, j'ai envie de dire que elles sont pas seulement maintenues par l'âme, elles sont le résultat de l'âme. Souvent, on a tendance à avoir une pensée scientifique et à partir du détail pour essayer de comprendre le global. Et on pourrait se dire, en fait, mon corps est né d'un autre corps. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé des émotions, j'ai développé des pensées. Et en fait, la pensée est le fruit d'un organe qui est le cerveau. Ça, c'est la pensée scientifique. La pensée spirituelle, elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle part du global pour aller au détail. Je redis ce que c'est que l'animus. L'animus, c'est la sphère émotionnelle, en fait. C'est le ressenti. Donc le spirituel a tendance à partir du global pour aller au détail. Et en fait, ce que nous disent les traditions spirituelles dans la plupart des traditions, c'est que il y a l'âme qui précède à tout le reste et qui a décidé de s'incarner avec une intention particulière, ou on appelle ça une mission de vie, mais en fait, c'est pas vraiment une mission, c'est plutôt une intention. Et c'est cette intention qui a choisi un foyer et qui a choisi le foyer, le foyer idéal pour manifester cette intention. Hein. Donc, encore une fois, on pourrait se dire en tant qu'humain qui pense avec le plan de la personnalité, ma famille, c'est pas un terreau très fertile pour manifester mon âme. En fait, oui et non. C'est-à-dire que la plupart des récits de personnes qui ont changé le monde, c'est des personnes qui ont grandi dans des milieux très compliqués et qui ont en fait été le moteur du fait qu'ils sont devenus des bonnes personnes ou des belles personnes. Donc en fait, choisir un terreau fertile, ça veut pas forcément dire choisir un foyer aimant en fait. C'est choisir des entraves qui vont nous permettre de nous dépasser dans le bon sens ou dans le sens de la manifestation de l'intention qu'on avait choisie avant. Bon, voilà, mais en tout cas, vous comprenez la logique là, on est vraiment plutôt sur une logique de c'est l'âme qui précède au corps et qui choisit un environnement dans lequel elle va pouvoir s'épanouir. Et donc ça voudrait dire aussi dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que l'incarnation qu'on a aujourd'hui, elle a choisi cet espace-temps, elle a choisi les problématiques à la fois très terrestres de mon quotidien, mais elle a aussi choisi les problématiques que je peux vivre sur le plan mondial en ce moment, par exemple. Ça, en fait, ce qu'on est en train de vivre, on est au bon endroit et au bon moment pour manifester pleinement ce qu'on a à manifester. Donc, voilà, la spiritualité a plutôt tendance à dire que c'est parce que l'âme a décidé que le corpus et l'animus, le spiritus, se sont agrégés dans cette intention-là. Pour définir un peu mieux ce qu'est l'âme, alors c'est difficile de définir l'âme, et tout le monde a une définition bien particulière. Moi j'aime bien travailler avec Carl Gustav Jung, qui pour moi est un fondateur de la pensée archétypale et de la pensée de l'âme. Et il disait que l'âme c'est ce qui porte notre créativité au sens large, et qui nous donne du sens. C'est à la fois la chose qui nous relie au divin, et qui représente comment dire, en potentiel
tout ce qu'on pourrait devenir si on était dans une plénitude complète. Bon voilà, j'aime bien cette définition-là. Mais vous ferez votre idée. Donc l'âme, c'est quelque chose d'immatériel en fait, hein. Tout comme, à mon sens, la pensée, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la pensée émane de l'organe cerveau, alors que pour moi, c'est une autre sphère. C'est une sphère de l'invisible qui crée du sens, en fait, et qui fait le lien entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Tout comme l'animus pourrait être porté par l'organe cœur, mais ce serait un peu bizarre de dire que nos émotions émanent du cœur, au sens de l'organe, même si c'est une sphère énergétique qui se trouve au niveau du cœur. Enfin, voilà. Donc l'animus et le spiritus ne sont pas vraiment des formes matérielles, même si elles sont rattachées à des organes. Tout comme l'âme n'est pas vraiment matérielle, même si elle est rattachée à notre enveloppe, on pourrait dire. Voilà, ça c'est ma vision, c'est la vision de certains groupes ésotériques, pour pas dire la plupart, euh, mais vous ferez vos propres avis. En tout cas, moi c'est la définition que j'aime bien donner. Donc ça reste quand même très abstrait et très flou, hein, ce que c'est que l'âme, ça s'expérimente, ça se traverse, ça se laisse entrer. Euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi l'âme a un impact sur notre quotidien, en fait, tout simplement, parce qu'on pourrait se dire, ok, elle est là, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Moi j'aime bien voir ça sur le plan de l'expérience humaine, c'est-à-dire qu'on on pourrait résumer l'expérience humaine avec ce graphique-là, euh, qui nous parle vraiment de qui on est en tant qu'humain sur cette Terre. La première brique, c'est la question de l'environnement. C'est l'endroit où je suis. Là, actuellement, je suis dans mon bureau. Bon, voilà. Je suis avec vous. Voilà, c'est vraiment mon environnement. Et il y a des environnements du quotidien. Il y a des personnes que je côtoie tous les jours, des personnes que je côtoie toutes les semaines. Bon, voilà, c'est l'environnement dans lequel je baigne. Et moi qui vis en France, l'environnement aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, il n'est pas du tout le même. Donc ça a un impact quand même sur qui je suis. Ensuite, il va y avoir toute la sphère de mes comportements, c'est-à-dire que dans ces environnements dans lesquels j'évolue, comment est-ce que je me comporte? Qu'est-ce que je fais concrètement? Et ce que je fais va avoir un impact sur mon environnement. C'est là où vous commencez à comprendre qu'il y a un lien entre les sphères du dessus et les sphères d'en dessous. C'est-à-dire que mon comportement a un impact sur mon environnement, et dans une certaine mesure, mon environnement a un impact sur mon comportement. Alors, ça dépend des cas. Si je suis dans la réaction, effectivement, je suis le produit de mon environnement. Si j'ai commencé à devenir une personne qui réfléchit à qui je suis, et que je me laisse pas emporter par mon environnement, bah, j'ai plus de maîtrise sur mon environnement. Ça fait partie des choses qu'on essaye de développer dans la spiritualité. Ensuite, il va y avoir toutes mes capacités et toutes mes stratégies. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est-à-dire que un comportement qui pourrait être je fais du vélo tous les jours, par exemple, pour aller au travail, c'est hérité de quelque chose que j'ai appris, qui est faire du vélo, apprendre à faire du vélo. Si j'avais jamais appris à faire du vélo, je pourrais pas faire du vélo dans mon environnement. Donc ça veut dire que je vais devoir apprendre des choses et développer des stratégies. Ça veut dire, bah, ok, comment je fais pour aller au travail? Bah, j'ai décidé que l'écologie c'était important pour moi et que j'avais pas envie d'avoir de voiture, donc j'ai acheté un vélo et je vais au vélo en travail. Ça, c'est une stratégie pour, on va le voir, nourrir des valeurs. Mais les capacités et les stratégies, c'est tout ce que j'apprends et tout ce que je planifie, en gros. Et on va voir que tout ce que j'apprends et tout ce que je planifie, ça a un impact sur mon comportement et ça a un impact sur mon environnement. Par exemple, si j'apprends à bien parler devant une foule, euh, bah ça va forcément changer mes comportements, c'est-à-dire que je vais me tenir plus droit, je vais varier le rythme de ma voix, des fois je vais parler très vite, des fois je vais parler très doucement, des fois je vais appuyer sur des mots. Bon voilà. Et donc ça va changer mon comportement et comment je vais parler, ça va avoir un impact sur mon environnement aussi. Si je fais de la CNV, communication non violente, bah peut-être que mon environnement va être plus apaisé. Si j'ai tendance à insulter tout le monde, bah peut-être que mon environnement va pas être très apaisé. Bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Ici, il y a une brique clé qui est au centre, qui est vraiment au milieu, et qui permet de tenir l'ensemble, qui est la sphère émotionnelle. C'est qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je retiens de ce que je ressens. Parce que ressentir, c'est naturel, on peut pas ne pas ressentir. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ces émotions? Les émotions, souvent, il y en a 4, hein, vous connaissez, vous avez vu vice-versa. C'est des choses qui sont très rapides, qui durent une seconde. Je ressens de la joie, je ressens de la colère, je ressens de la peur, je ressens de la tristesse. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que par rapport à cet événement dans lequel j'ai eu une émotion, je vais
mettre du mental dessus. Je vais dire, ah oui, j'ai vécu de la peur. Pourquoi j'ai vécu de la peur? Parce qu'il s'est passé ça. Et donc là, je vais rentrer dans le sentiment. Le sentiment, c'est ce que je me raconte sur l'émotion que j'ai vécue. Mais l'émotion, en fait, elle est très brute. euh, et c'est quelque chose qui m'arrive. La question, c'est comment est-ce que je comprends le message de l'émotion? Quand je reçois de la colère, par exemple, bah, j'ai le choix de me dire, bah, la colère me dirige, et donc je me mets en colère. Ou alors je me dis, pourquoi je me suis mis en colère? Parce que j'ai vécu une injustice, et que la colère me dit de dire non, ou de poser mes limites. Et donc, ça peut... soit je suis en réaction, soit je suis en action, mais je peux pas être dans les deux en même temps. Donc connaître ses émotions et apprivoiser ses émotions, ça a un impact sur mes stratégies, c'est-à-dire que là j'ai reçu de la colère, ma stratégie, alors soit j'ai pas de stratégie et je réagis, soit j'ai une stratégie de dire j'écoute mon émotion, je comprends qu'elle me dit qu'il faut que je pose mes limites, et donc je me mets à avoir un comportement de personne responsable qui pose ses limites. Et donc ça a un impact sur mon environnement. Voilà, donc c'est important de connaître sa sphère émotionnelle, hein, parce que vous voyez qu'en fait, plus on va monter, plus on va pouvoir changer véritablement le socle de notre quotidien. Si je change la manière dont je revis mes émotions, ça va avoir un effet bénéfique dans beaucoup d'aspects de ma vie qui sont mes capacités, mes stratégies, mes comportements et mes environnements. Et mon environnement. Ça va être pareil pour les croyances et valeurs. Donc si vous avez vu Vice Versa 2, vraiment c'est hyper bien fait parce que sur le plan de la neuroscience, c'est vraiment hyper poussé. Les croyances et les valeurs, c'est ce qui est hérité de mes expériences passées et que j'ai estimé vrai. En fait, c'est des choses que j'estime vraies, qu'elles soient vraies ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Par exemple, si je vis dans un foyer où tous les jours on me dit « Oh là là, mais t'es maladroit, arrête de faire tomber ça », que je sois maladroit ou pas, en fait, je vais me mettre à penser que je suis maladroit. Et donc, je vais ressentir de la gêne quand je vais arriver dans un environnement où je dois faire appel à ma dextérité. Je vais me dire, bah peut-être que c'est inconscient d'ailleurs, hein, mais je vais avoir la capacité à peut-être trébucher facilement. Et donc, je vais faire tomber des choses. Et donc, on va me dire, ah bah ouais, tu vois, t'as encore fait tomber quelque chose, donc t'es maladroit. Mais en fait, c'est hérité d'une croyance qui n'est pas forcément vraie. C'est-à-dire que peut-être qu'à la base, j'étais pas maladroit, mais on m'a tellement répété que j'étais maladroit que je suis devenu maladroit parce que je porte cette valeur, je suis maladroit. Donc vous voyez la portée et la force des croyances et des valeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les croyances et les valeurs, ça ne se supprime pas. À partir du moment où on a développé une croyance, elle est là pour toujours. D'où l'intérêt d'évoluer et de grandir dans un environnement bienveillant, parce que du coup, ça nous rend vierge de toute croyance ou de toute valeur limitante. Et ça, c'est un vrai atout pour l'adulte qu'on va devenir, euh, parce que on n'a que des belles croyances sur le monde, et du coup, ça nous rend la vie quand même beaucoup plus facile. Ce qu'on peut faire néanmoins, c'est de se dire, je reconnais que j'ai cette croyance de je suis maladroit. Ce que je vais pouvoir faire, c'est développer une nouvelle croyance qui va être une ressource et qui va dépasser ma croyance initiale. Par exemple, je peux tous les jours faire des exercices. Je sais pas, par exemple, j'ai un ami batteur qui a une boule là comme ça, que je sais plus comment on appelle ça, mais il fait tourner sa boule et en fait ça muscle toute la partie de la main pour qu'il puisse mieux tenir ses baguettes et mieux jouer. Euh, et bah cette croyance là, en fait, elle va un peu agir. Par exemple, si je fais tourner cette boule là des deux mains tous les jours pendant 20 minutes, je vais acquérir de la force dans les mains. Peut-être que je vais être plus habile. Peut-être que je peux faire des exercices pour être plus habile. Et du coup, je vais avoir à la fois la croyance je suis maladroit, mais en même temps, j'ai une super dextérité parce que je la pratique au quotidien. Et donc peut-être que j'ai de la dextérité va prendre plus d'importance dans ma vie que je suis maladroit. Donc peut-être que je serai moins maladroit dans ma vie. Donc vous voyez comment ça marche. Mais ces croyances-là, en tout cas, elles vont vraiment avoir un impact hyper fort sur tout ce qu'on va pouvoir vivre en tant qu'humain. Donc c'est vraiment très important de les connaître, déjà, dans un premier temps. Savoir qu'elles dirigent nos vies, et essayer de voir s'il y en a que j'ai envie de, pas remplacer, mais que j'ai envie de renforcer positivement. Et enfin, l'ensemble des croyances et des valeurs que je porte, ça va créer mon identité. Et donc là, on est sur la sphère de la personnalité, vraiment. L'individu que je suis, c'est l'ensemble des croyances et des valeurs que je porte. Et cet ensemble-là forme un mélange unique de qui je suis moi. Donc pour me connaître, c'est déjà bien dans un premier temps de connaître mes valeurs. Et d'être réaliste aussi sur mes valeurs. C'est-à-dire que parfois on projette des valeurs idéales.
et en fait, on les porte pas vraiment. Donc ça demande un vrai travail d'authenticité et de travail sur soi. Donc vous voyez que le plan de la personnalité, il prend beaucoup de place parce qu'en fait, on est des animaux sociaux, on vit en société, et donc tout ça, ça s'active chaque seconde, en fait. Là, je suis en train de vous parler, je vous parle dans une identité qui est la mienne, avec des croyances qui sont les miennes, avec des émotions qui sont les miennes, et voilà. Et tout le monde fait ça en permanence, et on n'est que des pyramides qui parlent avec d'autres pyramides. Là où l'âme va rentrer vraiment en compte, c'est sur la question de la vision. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision ? Souvent, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est-à-dire que ça se construit une vision. On pourrait se dire, peut-être que je rêve d'un monde dans lequel les enfants sont rois au sens de, on leur apporte tout notre amour et toute notre attention pour qu'ils deviennent des adultes fonctionnels qui créent une société merveilleuse, par exemple. Ça peut être une vision que je peux avoir, très spécifique. Mais cette vision-là, en fait, elle vient pas vraiment de moi. C'est-à-dire que c'est mon âme qui me l'apporte souvent. Et elle est en lien avec l'intention que je m'étais donnée au début de ma vie. Donc, en fait, là, on est sur une pyramide qui monte. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est renverser cette dernière pyramide pour la faire venir d'en haut vers en bas. C'est-à-dire que la vision va venir contacter mon identité à un moment où je suis prêt, et elle va avoir un impact sur l'ensemble de la personne que je suis. C'est ce qu'on appelle une transcendance, souvent. Il y a des gens qui changent de vie du jour au lendemain parce qu'ils ont eu une vision. Bon voilà, c'est des choses qu'on peut aller chercher en fait. On n'est pas obligé d'attendre un eureka pour le vivre, on peut aller comprendre qui on est là et contacter cette vision-là. Je vais vous expliquer un peu mieux comment ça marche, parce que vous voyez que cette personnalité que je suis, elle est dirigée par la vision que je peux porter, ou que je ne peux pas porter. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas de vision et c'est ok, mais ils sont le produit de leur environnement, ils réagissent en permanence. Ils sont pas dans l'acte créateur de « je suis un individu qui porte une vision ». Et vous voyez que les gens qui ont changé notre monde et les leaders de ce monde, leaders au sens de personnes qui portent une vision justement, c'est des gens qui ont fait ce contact avec une vision. Quand Martin Luther King dit « j'ai un rêve », il parle de cette vision qui ne lui appartient pas, mais qui passe à travers lui. Donc c'est bien beau tout ça. Là, si on fait une pause, on fait une petite photo de qui on est aujourd'hui, en fait, c'est difficile à savoir, mais on pourrait aller étudier, dire, voilà, quelle est mon identité, quel est mon environnement, quels sont mes comportements. C'est une bonne chose que je vous souhaite de faire un jour. La question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce que c'est figé ou pas ? La réponse, c'est oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce que ça dépend de votre capacité à vous poser des questions, en fait. Et c'est pour ça que l'introspection, c'est vraiment un outil merveilleux. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, mon identité, elle est celle-là. Elle a été créée par l'environnement, par les croyances de mes parents, par les croyances de ma société. Et je les remets pas en question. La vie, c'est, je vais à l'école, je fais des études, je trouve un travail, j'adopte un chien, je trouve quelqu'un qui partage ma vie dans un couple hétérosexuel, hyper normatif, et puis j'achète une maison, et puis je me marie, puis voilà, après je pars à la retraite. Et voilà, c'est ça la vie, en fait. Ça, c'est quelqu'un qui s'est pas posé la question et qui, en fait, accepte que la société a envie de lui imposer comme vision. Le vrai travail qu'il faut faire, c'est de se dire, je prends tout ça, ce qui a fait que je suis moi, et je me pose la question vraiment, est-ce que je le veux ou est-ce que je le veux pas ? Parce qu'on peut très bien être hétérosexuel si on a le désir de l'être, on peut très bien vouloir se marier si on a le désir de l'être. La question c'est, est-ce que j'ai le désir de l'être, ou est-ce que c'est la société qui m'a montré cette vision idéale ? Ça, c'est toute la question qu'il faudrait se poser. Donc, c'est pas figé, ça évolue en permanence. Donc, qu'est-ce que c'est que la courbe d'évolution ? C'est un outil qui nous permet de savoir déjà où on est et de faire bouger cette pyramide qu'on est. Quand on arrive sur Terre, on est un individu socio-culturel. C'est-à-dire que j'arrive dans une famille avec des croyances bien ancrées, mes parents, ma mère, mon père souvent, et ils ont déjà des croyances. Ces croyances-là, ils les portent tellement qu'en fait, ils en sont même pas conscients. Ils les portent dans les micro-comportements, ils les portent dans les micro-paroles, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Souvent, ils les héritent de leurs parents, ou de leurs grands-parents, ou de leurs arrière-grands-parents. Et en fait, c'est des micro-comportements, c'est des micro-mots, c'est des phrases récurrentes, qu'ils ont même pas conscience d'avoir, en fait, mais qui perpétuent. Voilà, ça c'est le socio-culturel, c'est l'environnement. Il y a
une image que j'aime beaucoup qui dit c'est une petite fille qui demande à sa mère pourquoi elle cuisine le gigot en coupant les angles. Et en fait, elle se dit, bah, je sais pas, c'est ma mère, elle a toujours fait comme ça, elle cuisait le gigot, puis elle coupait les angles comme ça. Et donc, elle va demander à sa grand-mère, elle dit, bah, grand-mère, pourquoi tu coupes les angles quand tu cuis un gigot? Elle me dit, bah, je sais pas, ma mère faisait ça. Bon, elle a du coup, elle va voir son arrière-grand-mère, et son arrière-grand-mère lui dit, bah, ah, bah, c'est parce qu'en fait, mon four, il était trop petit, et du coup, je coupais les angles, parce que ça rentrait pas sinon. Ouais, c'est comme ça que ça marche le transgénérationnel, c'est qu'en fait, on se transmet des choses malgré nous. Et c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre quels sont nos problèmes, pour pas les transmettre justement, et de régler ça pour nos enfants, ou pour les gens qui nous entourent, pour qui on est un modèle. Donc ça, c'est le socioculturel. J'arrive dans un environnement, j'arrive en France, avec un climat politique bien particulier, et donc ça a un impact sur moi. Mes parents ont un impact sur moi, les personnes à qui... Mon éducatrice à l'école va avoir un impact sur moi, les enfants avec qui je vais traîner vont avoir un impact sur moi. Et donc ils vont me donner ou me transmettre leurs valeurs, ou pas, hein, il y a des choses que je vais pouvoir refuser, mais quand je suis petit, c'est difficile de refuser, hein, on est souvent une éponge en fait. Et donc ça, c'est le niveau socioculturel. Et à un moment dans la vie, ou pas, il y a des gens qui passent toute leur vie sur le niveau socioculturel. C'est ce qu'on appelle les conservateurs. Qui veulent que rien ne change et que tout reste comme c'est maintenant. Bon, on les aime pas trop en ce moment, mais voilà. Ils existent, et ils ont une raison d'être. À un moment donné dans ma vie, ça se passe autour des 20 ans, bon, entre 20 et 30 ans, souvent. Je vais me poser des questions, je vais me dire, mais en fait, peut-être que je suis pas maladroit, en fait. Pourquoi ça vient d'où, ce truc? Donc le vrai travail d'introspection, c'est ça, c'est de se dire, quelles sont les croyances que j'hérite de mes parents, de ma société? Je les pose sur la table, et je les prends une par une. Ok, le mariage. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle moi personnellement, ou est-ce que c'est la société qui m'a inculqué qu'il fallait se marier? Alors déjà, ça prend du temps, hein, de se poser cette question-là. C'est pas inné. Je veux dire, faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que c'est que le mariage pour la société? Qu'est-ce que c'est que le mariage pour moi? Peut-être que le mariage, ça prend une autre forme. Peut-être que c'est pas un engagement à vie. Peut-être que c'est un engagement sur un an, comme faisaient les Celtes. On s'engage sur un an, et puis dans un an, on voit si on a envie de se réengager ou pas. Et ça demande de construire l'identité que j'ai et qui je suis par rapport aux croyances que j'ai héritées. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le travail d'individuation, qui permet de se poser les vraies questions et de se dire, bah voilà qui je suis, en lien avec ce qu'on m'a donné. Et en faisant ce travail, hein, qui dure très longtemps, et souvent on n'a jamais terminé, hein, ce ne sera pas dans cette vie-là, dans tous les cas, mais on processe, quoi, on avance, parce qu'il faut y aller petit bout par petit bout, on ne peut pas prendre le mariage, la transidentité, les croyances sur... bon, voilà, il y a tellement de sujets, en fait, qu'on ne peut pas tous les prendre en même temps, il faut les prendre un par un, quoi. Et il faut choisir son combat aussi, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour moi et qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Au fur et à mesure de ce travail d'individuation, je vais apprendre à me connaître, à savoir ce que j'aime pas, qui je suis vraiment, ce que j'accepte pas, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs. Et à un moment donné, on va rentrer dans ce qu'on appelle le transpersonnel. Le transpersonnel, c'est le contact de l'âme, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait suffisamment de place en moi que j'ai réussi à accueillir quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je croyais que moi, Nicolas, j'étais le commandant à bord, et que je choisissais mon destin, et que je refusais certaines choses, et que je décidais certaines autres. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va frapper à la porte et qui va dire, mais en fait, c'est moi qui dirige. Et je dis, mais t'es qui, toi? Bah, je suis l'âme. Et en fait, j'avais choisi une intention avant que tu développes ta personnalité, et je te propose de te la donner. Voilà, mon intention, c'est ça. C'est de faire en sorte que chaque enfant puisse être accueilli et accompagné dans l'enfant unique qu'il est et développer son identité le plus tôt possible pour devenir un être spirituel rapidement. Voilà, ça c'est ta mission. Et là, il va se passer un truc qui va être de l'ordre de j'accepte ou que j'accepte pas. C'est ce qu'on appelle le service occulte. Alors, pourquoi occulte? Ça n'a rien de dramatique. Occulte parce qu'en fait, il était caché. On n'en avait pas conscience jusqu'à ce qu'on laisse suffisamment de place en nous pour qu'il s'impose à nous.
Et souvent, c'est ce qu'on appelle l'eureka ou la transcendance, hein. C'est un truc qui nous tombe dessus, des gens qui lâchent tout pour aller vivre, pour aller aider des pays pauvres à se développer, enfin, ou qui donnent tout leur argent. Enfin, bon voilà, c'est vraiment des changements de vie drastiques souvent, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Et qu'on a accepté ce service-là, c'est-à-dire, bah oui, j'accepte cette mission. Et en fait, c'est pas un service asservissant, c'est-à-dire que c'est un service consenti. Tout comme un parent qui décide vraiment de faire de faire un enfant et de rentrer dans la parentalité par choix, va faire ce qu'on appelle un sacrifice consenti parce qu'il va décentrer son attention de lui à sa progéniture. Ça, c'est douloureux, hein, parce qu'on arrache vraiment son ego, et en fait, on n'existe plus en priorité, c'est l'autre qui existe en priorité. C'est souvent le premier chemin spirituel auquel on accède dans nos vies, souvent, parce qu'on a vraiment ce décentrage de l'ego. C'est plus moi, c'est lui. Et ça se fait sur des échelles de plus en plus grandes à mesure qu'on accède au transpersonnel. C'est-à-dire que avant c'était mon enfant, peut-être qu'après c'est une crèche, peut-être qu'après c'est un réseau de crèches qui porte un certain type de valeurs, qui suppriment par exemple toutes les violences éducatives ordinaires, par exemple. Ce serait un idéal pour nos sociétés, c'est pas le cas en France. Et donc petit à petit, mon quotidien s'élargit à moi et les autres. Et en fait, cette mission, elle passe à travers moi. Voilà. Bon, c'est ça le contact de l'âme, et c'est là où je rentre dans le transpersonnel. Alors après, c'est jamais... c'est pas comme on passe des vitesses, hein. C'est pas je passe du socioculturel à l'individuel et de l'individuel à transpersonnel. Il y a il y a des étapes dans ma vie où je vais être là, il y a des étapes dans ma vie où je vais être là, des étapes dans ma vie où je vais être là. Et puis je fais des avant, des arrières, il y a des régressions. Bon, voilà. C'est jamais acquis, c'est pour ça que c'est un chemin d'évolution. Donc ce chemin d'évolution, comment il se produit concrètement? Et ben c'est là où on arrive à la question des cycles. Il y a deux types de cycles. Il y a les cycles d'enfermement et les cycles d'élargissement. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle d'enfermement? Vous connaissez peut-être ce langage des oiseaux qui dit que l'enfermement, c'est l'enfer qui me ment. En fait, quand je me mens à moi-même en disant « bah si, le mariage, c'est vraiment ce que je veux. Mon père, il s'est marié, mon grand-père, il s'est marié. Allez, on y va, quoi. » Donc je m'enferme dans le mariage alors qu'en fait, je l'avais pas désiré, mais c'était une croyance que je portais qui ne m'appartenait pas. Et ben je vais m'enfermer dans une boucle qui, en fait, ne va pas m'épanouir. Parce que c'est pas ce que je voulais vraiment, mais je me suis pas posé la question de ce que je voulais vraiment. Et donc peut-être que je vais vivre un premier mariage et que ça va pas bien se passer, qu'on va divorcer. Et je vais me dire, ça y est, je suis sorti de cette tourmente, j'ai évolué, j'ai grandi. Puis je vais retrouver une autre personne avec qui je vais utiliser les mêmes schémas. C'est juste que l'environnement a changé, mais du coup je vais continuer à m'enfermer dans cette boucle, qui est toujours la même. Qui est en lien avec mes croyances limitantes et qui est en lien avec le fait de ne pas me poser la question de pourquoi je retourne toujours dans les mêmes emmerdes. Et donc ça, c'est pas un chemin d'évolution, c'est juste un chemin qui tourne en rond. Il y a un moment donné où je vais devoir m'arrêter, dire stop, et me poser la question de dire, est-ce que je veux encore de ça dans ma vie? Et qu'est-ce que c'est ça? Et si j'en veux pas, qu'est-ce que je fais à la place? Et c'est là où je vais rentrer dans un cycle d'élargissement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un cercle fermé, je vais monter d'un cran. Donc je vais rester dans le même environnement, mais je vais élargir ma conscience. Et petit à petit, je vais rentrer dans un vortex qui fait que je vais élever ma conscience, c'est ce qu'on appelle ça, élever la conscience. Bon. Mais vous voyez comment ça marche. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions, ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas se poser les bonnes questions. Mais après, il n'y a aucun jugement, hein. Il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile de se poser les bonnes questions parce qu'ils sont vraiment dans ce socio-culturel qui les englue dans leur quotidien, quoi. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est réussir à se dire dans quelle part de ma vie je suis enfermé et qu'est-ce qui m'appelle à monter d'un cran et à passer à la note supérieure. Donc, si on résume un petit peu, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces cycles-là, ils sont à tous les niveaux. Ici, on a à peu près les domaines de notre vie, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu qui suis social, j'ai plusieurs parts dans ma vie, ce qu'on appelle les domaines de vie. J'ai le sens et la spiritualité, l'amour et la sexualité, l'environnement, l'endroit dans lequel j'habite, la famille et les amis, les finances, la carrière, le loisir et la santé. Toutes ces thématiques-là, c'est plus ou moins l'ensemble de l'expérience que j'ai dans cette société. Ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qui je suis moi.
Le travail d'introspection, c'est prendre le sens et la spiritualité, se dire, est-ce que dans mon environnement, le sens et la spiritualité sont favorisés ou pas? Est-ce que je suis toujours dans les mêmes croyances spirituelles? Ou est-ce que ma vie n'a aucun sens? Et je me suis jamais posé la question de est-ce que la vie devait avoir un sens? Et donc se poser la question de dire, en fait, sur le plan du sens et de la spiritualité dans mon environnement aujourd'hui, est-ce que je suis dans un cycle enfermant ou est-ce que je suis dans un cycle d'élargissement? En fait, c'est des questions assez simples, hein, mais c'est juste que, vous voyez, c'est du travail. Hein, parce qu'après, du coup, je me pose la question du sens et de la spiritualité dans mes comportements. Est-ce que j'ai un comportement spirituel, c'est-à-dire est-ce que j'essaye de ne pas nuire à l'autre? Est-ce que j'essaye de donner du sens à mon existence dans ce que je fais? Est-ce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis? Ça, c'est un comportement spirituel, pour le coup. Est-ce que j'ai appris à m'introspecter? Est-ce que j'ai appris à méditer? Est-ce que j'ai un plan pour la semaine, pour avoir donné de la place à cette part de moi? Est-ce que je médite parce qu'on m'a dit qu'il fallait méditer, ou est-ce que je ressens pleinement l'expansion que la méditation peut offrir? Est-ce que je crois que la méditation est une véritable clé d'évolution, ou est-ce que en fait je le fais parce que tout le monde le fait? Et est-ce que ça fait partie de mon identité ou pas? Et on peut se poser les mêmes questions pour tout le reste. Est-ce que sur le plan de l'amour et de la sexualité, dans mon environnement, est-ce que c'est bénéfique? Ou est-ce que je vis avec un conjoint qui respecte pas mes limites? Est-ce que dans mes comportements, je laisse transparaître des choses qui en fait ne reflètent pas du tout ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai appris à dire non, en fait, tout simplement? Est-ce que je suis suffisamment connecté à mes émotions pour me dire que là, en fait, je suis pas consentante, ou pas? Est-ce que je crois que l'homme a une supériorité et que du coup mon consentement n'a pas d'importance? Vous voyez, tout ça, c'est des schémas qu'il faut vraiment se poser comme question. Parce que c'est ça qui va nous libérer fondamentalement. Et donc là, je vais pas vous faire toute la liste, mais vous pouvez en vrai vous faire toute la liste. C'est un vrai travail d'introspection qui est vraiment utile pour le coup. Qui permet de faire ce travail-là sans forcément aller vraiment dans toute cette profondeur, même si ce serait l'idéal. C'est l'outil de l'ikigai. En gros, c'est une philosophie japonaise qui dit que il existe un lieu virtuel dans lequel, dans chaque espace et dans chaque temps, je peux être centré, c'est-à-dire pleinement à l'écoute de qui je suis et ouvert à l'âme qui est au-dessus de moi, ou autour de moi. C'est un processus d'introspection qui vise à se dire qu'est-ce que j'aime véritablement dans la vie. Moi, j'aime chanter, j'aime siffler, c'est vraiment un truc, c'est naturel, quoi. Je me souviens, quand j'étais tout petit, mon père, il arrive à siffler très fort avec les deux doigts, comme ça, là, moi, je sais pas faire. Et on était en voyage avec ma sœur, et je voulais vraiment faire ça, quoi. Et je voulais apprendre comme ça, donc je faisais discrètement dans la voiture pour essayer d'apprendre, je faisais des petits bruits bizarres. Et ma sœur, elle me disait, oh là là, il arrête pas de m'embêter. Et en fait, j'avais même pas imaginé que ça pouvait embêter les autres, parce que pour moi, c'était vraiment important que j'arrive à siffler fort comme mon père, quoi. Bon, voilà, c'est des choses en fait qui sont innées, c'est pour ça que c'est intéressant d'accompagner les enfants à se souvenir de ça, et à pas les brider dans leur créativité, parce que ça permet de créer des adultes qui sont à l'écoute de qui ils sont, et qui ont moins d'entraves pour accéder à cette dimension spirituelle et à changer le monde. Donc c'est important. Donc voilà, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi la chose de toutes les choses que j'aime? Et peut-être qu'il y a des échelles, parce que bon, j'aime bien aller faire un tour à la boulangerie, mais je préfère chanter en allant à la boulangerie que d'aller à la boulangerie. Toutes les choses pour lesquelles je suis doué, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a inculqué, bon voilà. Et en fait, c'est pas corrélé, c'est-à-dire que je peux être très doué dans le fait de jouer de la kalimba sans forcément aimer cet instrument. Parce que c'est un instrument intuitif et que tout le monde peut en jouer. Ensuite, il y a ce pourquoi je peux être payé. Alors, c'est très spécifique aujourd'hui parce que l'argent rule the world. Mais ça aurait pu être ce pourquoi je peux être hébergé ou nourri, logé, ou parce qu'à l'époque, il y avait des saltimbanques qui, en échange d'une histoire, étaient nourris, logés, et ça leur suffisait. Ils n'avaient pas besoin d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, bon, pour avoir un loyer, il faut de l'argent. Donc, on est vraiment dans un monde où il faut qu'on soit payé, quoi, pour pouvoir vivre décemment. Et enfin, il y a une sphère qui est ce dont le monde a besoin. Une fois qu'on a posé ces 4 sphères, et qu'on a trouvé qu'est-ce qui pour moi était le combat important de cette société, toutes les choses que je pouvais faire, dans lesquelles je pouvais être payé, ce pourquoi je suis doué, ce que j'aime,
On va venir voir ce qu'il y a entre les sphères. Donc par exemple, si je prends ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, bah déjà ça va réduire un peu la liste. C'est-à-dire que je peux être très doué, je peux aimer chanter, mais chanter faux, par exemple. Ce qui serait problématique du coup, parce que ce serait plus une passion, ce serait juste un loisir. Et donc entre ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis doué, il y a tout le domaine de la passion. Entre ce pourquoi je suis doué et ce pourquoi je peux être payé, il y a le domaine de la profession. Entre ce pourquoi je peux être payé et ce dont le monde a besoin, c'est la vocation. Et entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, c'est la mission. Et donc c'est intéressant de se poser la question, dans cette sphère-là, qu'est-ce qui est de l'ordre de la passion, qu'est-ce qui est de l'ordre de la mission, qu'est-ce qui est de l'ordre de la vocation, qu'est-ce qui est de l'ordre de la profession. Et peut-être, alors c'est très rare, que je vais trouver quelque chose qui va être au carrefour de ces 4 sphères-là. Et c'est ça qu'on appelle l'ikigai. Souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai une mission et je vais travailler dans l'humanitaire ou dans une association pour nourrir mon besoin de me sentir utile dans une mission. Et je vais avoir une profession qui n'a rien à voir avec ma mission. Mais l'idéal, ce serait que je vive ces 4 sphères-là pour me sentir bien, en fait. Voilà, si vous avez vu la story, je vous avais parlé du fait que j'avais fait un burn-out à un moment donné, parce qu'en fait j'étais vraiment là. C'est-à-dire que j'étais pas hyper doué dans mon métier, mais bon, j'avais atterri là, quoi. Et j'étais bien payé, en fait. Donc bon, j'étais à la fois bien et à la fois pas bien. C'est-à-dire que voilà, j'étais dans une zone de confort, mais je manquais cruellement de sens, ma vie manquait cruellement de sens, et je faisais vraiment pas ce que j'aimais, quoi, parce que bon, créer des sites internet, c'est cool, mais c'est pas ce que j'aime le plus, quoi. Et donc j'ai eu vraiment une crise de foi et j'ai vraiment poncé ce schéma dans tous les sens et ce schéma-là aussi dans tous les sens. Et alors j'ai toujours pas trouvé mon centre. Je sais à quoi il pourrait ressembler, mais je chemine encore. C'est vraiment un chemin en fait. L'idée c'est pas de se dire bah il y a un truc qui existe, qui est unique et je vais l'atteindre coûte que coûte. Non, l'idée c'est de se dire bah où est-ce que j'en suis en ce moment? Est-ce que je suis plutôt là? Est-ce que je suis plutôt là? Et comment est-ce que je peux rectifier? Voilà. C'est plutôt une grille d'analyse de notre vie, en fait, et de notre bien-être, et du sens qu'on donne à notre vie, en fait. Ok, donc on a vu tout ça, et ça, c'est le travail d'introspection pour passer du socioculturel à l'individuel. Donc c'est déjà tout un chemin, hein, et en fonction des casseroles qu'on porte, c'est plus ou moins facile. Moi, j'ai eu la grande chance de vivre dans un foyer aimant, et ça m'a beaucoup aidé à passer directement sur le plan individuel. J'ai encore du travail sur le plan transpersonnel, mais de toute façon, on fera pour une autre vie. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je peux mettre un pied dans le transport? Tout ce qu'on a vu ici, c'est comprendre l'individu que je suis dans une société que je ne contrôle pas. Et tout à l'heure, je vous parlais des règnes. L'humain a indéniablement un impact sur le règne animal, sur le règne végétal, sur le règne minéral. Et donc on a une responsabilité qu'on porte pas très bien aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que, tout comme dans ce schéma-là, ce qui est plus abstrait ou plus subtil a un impact sur ce qui est plus dense. Nous, en tant qu'humains, on a un impact sur tout ce qui est plus dense. Mais ça serait se dire, en fait, le règne humain, il n'est pas au centre de la Terre. On l'a cru longtemps, et peut-être qu'on le croit encore un peu inconsciemment. Mais il y a beaucoup de règnes au-dessus de l'humain, en fait, qui ont nécessairement un impact sur nous, tout comme on a un impact sur les règnes qui sont plus denses. Au-dessus de nous, il y a le règne des Devas. C'est un terme large qui nous vient du sanskrit, en l'occurrence, et qui met dans un panier un peu toutes les grandes consciences qui régissent notre monde. C'est des entités, des consciences, qui n'ont pas d'enveloppe physique, ou du moins qu'on n'arrive pas à percevoir. C'est un peu comme le vent, c'est-à-dire que le vent, on voit ses effets, on ressent son passage, mais on ne le voit pas véritablement. Les Devas, c'est un peu ça, c'est des consciences sans corps, qui œuvrent à faire de ce monde un monde cohérent et harmonieux. C'est l'orage, c'est le vent, c'est le destin, c'est les guides, c'est les anges, voilà, tous les termes qu'on peut leur accoler. Moi, je préfère dire Deva de manière générale pour pas rentrer dans le détail, mais on pourrait rentrer dans le détail.
En gros, c'est toutes les divinités qu'on a essayé de personnifier dans des panthéons, Hécate, Astéria, Thor, bon, voilà, qui sont en fait des personnifications de choses qu'on peut sentir en tant qu'humain, mais qu'on a du mal à percevoir. Les devas, c'est des entités spirituelles qui ont pour mission de superviser et de guider la croissance et l'évolution des règnes inférieurs. Donc les règnes humains, les règnes animaux, tout ce qui vit sur Terre et ce qui est tangible à nos yeux. Mais alors il y en a beaucoup, hein, il y en a à des échelles différentes, sur des fonctions différentes. Voilà, par exemple, les devas qui ont qui ont pour but de faire le lien entre la Terre et les autres planètes, par exemple, c'est pas du tout les mêmes que celles qui font le vent, par exemple. Voilà, il y a tout un système de fonctionnement qu'on maîtrise pas et qu'on comprend très peu en fait, hein, et c'est pas le but d'ailleurs. Au-delà des devas, il y a le règne des logos. Les logos, c'est des intelligences cosmologiques, comme les planètes, par exemple. Donc Jupiter a une conscience, la Terre a une conscience, Saturne a une conscience, le Soleil a une conscience. Et en fait, ce qu'on voit physiquement, c'est le corps qui a été créé par la conscience. Tout comme moi, Nicolas, je suis le corps qui a été créé par l'âme que je suis, ou qui me représente. Là, les logos, il y a les monades, et après les monades, bon bref, vous avez compris, mais tout ce qui a un corps tangible a une conscience. Et cette conscience, vous voyez que la conscience d'une pierre n'est pas du tout la même que la conscience d'une fleur, ou que la conscience d'un animal, ou que la conscience d'un humain, ou que la conscience d'un orage. Et vous voyez que l'orage a un impact direct sur nous et qui pourrait nous emporter, quoi. Enfin, on n'est rien face à un tsunami, on n'est rien face. Donc si la conscience de l'océan décide de nous engloutir tous, il lui suffit de claquer des doigts, sauf que ça sert pas le plan, pour l'occurrence. Donc ce soir, on va se concentrer sur celle qui a le plus d'impact pour nous, qui est la Terre. Et on va voir comment, au-delà de l'environnement sociétal qui agit sur nous en tant qu'individus, on va voir que les consciences qui nous dépassent ont un impact sur nous. On va essayer d'explorer un peu ces consciences-là. Donc comme je vous disais, la conscience la plus proche de la nôtre, c'est Gaïa. C'est le nom qu'on lui a donné, elle en a d'autres. Le nom le plus connu en tout cas. Gaïa, c'est la conscience, ou l'âme, qui a donné naissance à la Terre, qui a des milliards et des milliards d'années. Et la mission spirituelle de Gaïa, c'est de manifester les énergies d'amour et de sagesse. Voilà, ça, c'est la spiritualité d'Alice Bailey qui nous l'explique à travers les rayons. Je vais dépasser les détails, mais ça permet de voir un peu l'affiliation. Et donc pour ça, elle va être en charge de soutenir l'évolution des âmes qui évoluent sur elle et d'harmoniser les règnes. Alors, comment elle fait ça? Eh ben, elle le fait, alors déjà de manière pas du tout spécifique. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, j'ai des microbes dans mon microbiote, par exemple, dont je n'ai aucune conscience. Je sais qu'ils sont là, mais un microbe dans mon intestin, j'en ai aucune conscience. J'en ai aucune conscience de la réalité qui vit. Je sais pas ce qui vit. La Terre, c'est un peu pareil. Elle sait qu'elle a des humains, elle sait qu'elle a des végétaux, elle sait qu'elle a des minéraux, surtout des minéraux d'ailleurs, parce qu'elle est constituée que de minéraux. C'est beaucoup plus concret pour elle, les minéraux en l'occurrence. Elle sait qu'elle a des humains sur elle, mais bon, elle a pas, voilà, elle agit sur une autre sphère, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais elle n'a pas vraiment de relation avec eux. Donc déjà, parler à Gaïa, c'est cool, mais il faut s'attendre à ce qu'elle ne réponde pas individuellement, quoi. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on agisse collectivement pour son bien-être, et là, peut-être qu'elle serait contente. Mais bon, voilà, ça c'est un autre détail. Et donc, en tant que conscience qui vit dans un système solaire, eh ben, elle va être en contact avec d'autres planètes. Pour le coup, ça lui parle beaucoup mieux, hein. C'est comme moi quand je croise mon chat ou quand je croise ma compagne. Bah, c'est concret pour moi. Donc Jupiter, c'est concret pour la Terre. Le Soleil, c'est concret pour la Terre. Elle sait ce que c'est, elle peut communiquer avec. Ils sont dans les mêmes espaces-temps, on pourrait dire. Et elle va tourner autour du Soleil parce que en fait, le Soleil, c'est un peu l'organe fondamental du système. Donc en fait, la Terre est un organe du système solaire. Tout comme mon cœur est un organe de Nicolas. Donc c'est Nicolas qui décide, et le cœur est bien... Enfin, je suis bien content que le cœur soit là. Parce qu'il œuvre à quelque chose. Bon voilà, donc tout ça c'est des choses qui nous dépassent, mais ce qu'on va voir c'est qu'on va
pouvoir décrypter un peu les cycles de la Terre et voir comment elles ont un impact sur nous, parce que c'est ça qu'on cherche, en fait. C'est essayer de ramener ça à notre conscience d'humain. La première chose qu'on peut regarder, c'est que la Terre, elle va se diviser en 2 temps, qui sont le temps de la saison sombre et de la saison claire. Alors, c'est comme ça que nous on l'interprète, hein, parce qu'en fait, pour la Terre, c'est différent, mais parce qu'en fonction de si on est dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, c'est complètement différent. Donc pour elle, c'est harmonieux. Pour nous, c'est spécifique. Mais en tout cas, c'est une réalité qu'on vit vraiment en lien avec un cycle de la Terre. La saison sombre, c'est lié à l'énergie yin, qui est une énergie qui va vers l'intérieur, qui s'introspecte. Pour Gaïa, c'est un moment où elle est dans le repos, dans la régénération, dans les questions de mort et de renaissance. Voilà, c'est là où elle va faire les choix de qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui survit pas. Et pendant que son hémisphère sud pense à ça, son hémisphère nord pense à autre chose, donc vous voyez qu'elle est toujours en équilibre. Pour nous, humains, c'est une période, cette saison sombre. Alors, quand je dis saison sombre, en fait, hein, c'est à partir de l'équinoxe d'automne jusqu'à l'équinoxe de printemps. C'est le moment où les jours sont plus courts que la nuit. Donc, globalement, c'est plus sombre que lumineux. C'est ce qu'on appelle la saison sombre. Et pour nous, ça va être des moments d'introspection, de transformation intérieure, de lâcher prise, de repos, de travail avec l'invisible aussi. Et la saison claire, pour la Terre, c'est plus une énergie yang, donc tournée vers l'extérieur en l'occurrence. C'est des moments d'éveil, de vitalité, de croissance, de manifestation. Et pendant qu'elle manifeste dans un pôle, eh ben, elle se repose dans un autre. Pour nous humains, la saison claire, donc c'est le printemps et l'été en gros, ça va être des moments de manifestation, de création, de vitalité. Voilà. Donc déjà, ça, c'est 2 choses à savoir. Mais ça nous donne déjà des indications hein, sur nous en tant qu'humains, ce qu'on a à faire pendant ce temps-là. Pendant le temps du printemps et de l'été, on va plutôt être dans des énergies de création. Et pendant les énergies d'automne et d'hiver, on va plutôt être dans du retour vers soi, de l'introspection. Et c'est là où on commence à voir que le rythme organique qui suit ces cycles-là est complètement différent du rythme de notre société. Parce qu'en fait, on ne devrait pas travailler en hiver. On devrait prendre le temps de se poser les bonnes questions. Bon, bref, je vous passe les détails. Ces 2 polarités vont se rediviser à nouveau en 2. On va avoir d'un côté l'automne et l'hiver, de l'autre le printemps et l'été, qui sont liés aux 4 éléments. L'été, ça va être en lien avec le feu, l'automne avec l'eau, l'hiver avec la terre, et le printemps avec l'air. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, parce que je sais qu'au début, moi, je galérais à savoir quel signe correspond à quoi, ce qui va vers le bas, l'eau, elle va vers le bas, elle descend, et elle n'a pas d'entrave, parce qu'elle va partout. La terre, elle est vers le bas, mais elle a une entrave parce qu'elle bouge pas ou elle a du mal à bouger. Donc on lui met une petite barre là. C'est pareil pour l'air. L'air, ça va vers le haut, mais ça a une limite. Ça dépasse pas certaines sphères. Donc ça a une entrave. Et le feu, ça monte jusqu'aux cieux. Donc ça n'a pas d'entrave. Bon, ça permet d'avoir un petit moyen mémotechnique. Ces 4 saisons, je vous invite à les expérimenter dans un petit travail de respiration. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 saisons, c'est la respiration de la Terre. Nous, en tant qu'humains, souvent, on respire sur un rythme de 8 secondes, inspiration, expiration. 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire, c'est une moyenne. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est une moyenne souhaitable, on va dire. D'ailleurs, c'est très intéressant d'arriver à ça sur le plan spirituel. Bon, bref. La Terre, elle va respirer en 4 temps égaux, plus ou moins égaux, ça dépend des saisons, ça dépend des années, où elle va inspirer, bloquer sa respiration, expirer et bloquer sa respiration, en 4 temps plus ou moins égaux, qui font les saisons. Donc en fait, les saisons sont la représentation de la manière dont la Terre fait une inspiration. Ça veut dire que quand nous, on fait une respiration en 8 secondes, la Terre fait une respiration en 365 jours. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités. Donc une année pour la Terre, bon, pour nous, c'est quelques vies, quoi. C'est pour ça que j'aime bien parler de ça, parce que souvent, on s'en remet à des divinités comme la Terre ou comme le ciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile pour elles de faire un pas vers nous, quoi. Vraiment.
Tout comme c'est difficile pour nous de faire un pas vers notre microbiote, même si des fois on le sent, hein, mais bon voilà, c'est pour ça que c'est bien de parler à Gaïa, mais à un moment donné, il faut aussi se remettre dans le contexte dans lequel on est, et s'aider nous-mêmes, plutôt que de faire appel à Gaïa qui peut-être viendra jamais nous aider. Même si en fait elle nous aide sur une échelle beaucoup plus globale. Donc on va se prendre un petit temps de pause là, pour faire déposer tout ça. Je vous invite à poser vos stylos, prendre une posture digne, bon, avec la colonne vertébrale bien droite. Et on va venir expérimenter cette respiration pour essayer de comprendre un peu comment la Terre fonctionne. Donc l'idée c'est qu'on va compter 4 à chaque fois. On va respirer, on va compter jusqu'à 4. On va prendre notre inspiration. Et on va bloquer notre respiration pendant 4. Puis on va expirer en comptant 4. Et on va bloquer notre respiration tout en comptant 4. Vous avez compris, je vous invite à faire cet exercice et à trouver votre rythme. Peut-être que pour vous c'est 5, peut-être que c'est 3. Ok, vous pouvez revenir à un rythme normal. Donc vous l'avez vécu, maintenant vous savez de quoi vous parlez. On va essayer d'aller voir un peu comment ça se manifeste tout ça. Quand elle inspire, alors j'aime bien prendre cette image d'un coureur sportif qui est dans les starting blocks. Je sais pas si vous avez cette image. Ce qu'il va faire, c'est que il va prendre une grande inspiration, et quand il inspire, il va imaginer sa course. Il va planifier, il va structurer, il va se mettre en condition. Ensuite, il va maintenir sa respiration pour être prêt au départ. Et pendant cette apnée, où il a les poumons pleins, il va être dans une question d'inspiration. Il va se laisser inspirer. Voilà, tout est fait, en fait. Il n'y a plus qu'à s'en remettre à Dieu, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Il n'y a plus qu'à avoir confiance dans tout le travail qu'il a fait, en fait. Juste être dans la foi de, voilà, cela est. Et d'être dans la gratitude de ce moment où il est prêt à partir et à accomplir ce qu'il a prévu depuis longtemps. Au moment où le coup de feu résonne, il va expirer pour faire sa première foulée. Et c'est vraiment le moment où il va se mettre en action, où il va, bah voilà, il va faire sa course, quoi. Il va agir. Et à un moment donné, s'il arrive et qu'il a gagné, il va avoir le souffle coupé et il va rester en apnée basse, avec plus d'air dans les poumons pour prendre la mesure de ce qui vient de se passer, de faire le bilan, de, de comprendre ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, comment il peut s'améliorer, de faire le deuil s'il a perdu. Euh, voilà. Donc cette image, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre comment la Terre fonctionne. La Terre, quand elle inspire au moment de l'hiver, elle va vraiment planifier. Elle va être dans ses énergies de voilà ce que j'ai envie de construire cette année, ou cette respiration en l'occurrence. Voilà ce que j'ai envie de développer. Une fois qu'elle a fait son choix, elle va se dire j'ai fait mon choix, maintenant je prends le temps de me laisser inspirer par ce qui vient, par ce qu'il y a autour de moi, par les étoiles, par le soleil, par les planètes. Et une fois que je me suis laissé inspirer, peut-être que j'ai réajusté aussi, en fonction de ce qui est venu pendant ce temps-là. Et bah, j'agis, je fais, je construis. Voilà, c'est le moment d'agir. Ça, c'est l'été. Donc, j'ai pas dit la phase d'avant, c'est le printemps, au moment où je me laisse inspirer. L'été, c'est l'expiration, c'est le moment de faire. Et c'est paradoxal, hein, parce que dans nos sociétés, l'été, c'est le moment où on est en vacances. Donc, vous voyez qu'on n'est pas toujours en phase avec les rythmes de la Terre. Et enfin, une fois que j'ai bien agi, ou pas d'ailleurs, bah, je vais faire le bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le feedback que j'ai reçu de mon action? Est-ce que c'était bénéfique? Est-ce que c'était améliorable ou pas? Et est-ce qu'il y a des deuils à faire, quoi, par rapport à ma vie, entre ma vision et ce qui s'est vraiment produit? Est-ce que j'ai des deuils à faire? Voilà, ça c'est un peu l'énergie des saisons, en fait, de ce qu'on va traverser au cours de l'année. Donc c'est important de comprendre ce qui se joue. Là, on va rentrer dans l'automne. Euh, Ah bah clairement. On était toujours, en fait, on a toujours été très en lien avec la nature, hein.
Attends, je finis ma pensée, puis j'en parle de ça après. Euh, Bon, j'avais fini, mais en gros. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'individu évolue selon la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, mais la société évolue selon cette courbe aussi. Quand on pense aux sociétés primordiales, elles fonctionnaient en tribus. Mais les individus de ces tribus n'étaient pas des individus, ils étaient la tribu. Moi, en tant qu'individu de la tribu, à l'époque, j'étais la tribu. La tribu avait besoin de manger, je faisais à manger. La tribu avait besoin d'aller chercher de l'eau, j'allais chercher de l'eau. Je n'étais pas un individu dans une tribu, j'étais une tribu. Il y avait juste le chaman qui était un peu en dehors et qui développait un peu cette individualité tout en restant en lien avec l'invisible, qui dirigeait un peu, hein, parce que c'était un leader, dans le sens où il était plus seulement dans le socioculturel, mais il était aussi dans l'individuel. Euh, et d'ailleurs, on a tendance à glorifier le mouvement chamanique et notamment les Celtes, mais le pouvoir politique des druides était assez incommensurable et on n'est pas sûr qu'ils aient œuvré tout le temps pour le bien. Parce qu'ils étaient aussi dans cette notion d'individuation, tout comme les rois étaient des individus individués à une époque où tout le monde était dans le socioculturel. Donc c'était facile pour un roi de dire on part en guerre, parce que lui, il faisait la guerre pour lui, mais les individus, ils faisaient la guerre pour le royaume, parce qu'ils étaient le royaume. Ils se posaient pas la question de qui je suis dans ce royaume. Jusqu'à la dernière guerre, où là, si on nous remettait une guerre en tant qu'individu, on est tellement individué dans notre société qu'on n'accepterait pas d'aller mourir pour une société qui nous offre rien en retour, quoi. Euh, donc les temps ont changé parce que la société s'est individuée. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ce culte de l'individuel. Mais c'est une phase. On va évoluer, en fait. Donc oui, en fait, les sociétés ancestrales étaient plus qu'en lien avec la nature, ils étaient la nature. Et donc on les envie dans ce sens-là, mais en même temps, on n'aurait pas envie de perdre notre individualité. L'idéal, ça va être de retrouver cette harmonie entre l'individu que je suis et que j'affirme et la nature. Et ça va être un autre enjeu qui va être bien plus difficile. Parce que faire communauté avec des individus qui s'affirment, c'est beaucoup plus compliqué que de faire communauté avec des gens qui ne se posent pas de questions. Et c'est pour ça que l'enjeu des communautés est vraiment difficile. Parce qu'en fait, il y a des personnalités fortes qui ont des enjeux différents. Et donc il faut réussir à les accommoder dans une vision commune. Ça va être l'enjeu des sociétés à venir, hein. Bon bref, je continue sur mon passage. Alors, ces 4 saisons, euh, et donc les sociétés ancestrales connaissaient bien ces rythmes et célébraient ces rythmes. Alors, on a des bribes de célébration dans certaines cultures, il y a certaines traditions dans lesquelles on n'a plus aucune trace, notamment les Celtes. Donc ce que je vous donne ici, c'est ce qu'on appelle la roue de l'année. Mais en fait, la roue de l'année, c'est une construction néo-païenne qui date des années 90. On est... Alors, il y a des fêtes qui existent, hein, dans certaines traditions, mais il y a des fêtes qui ont été reconstruites, réinventées. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles ont quand même une réalité sur le plan des cycles de la nature. Donc moi, je les utilise parce que je les trouve cohérentes, même si on est d'accord qu'elles viennent pas forcément d'une tradition. Et de toute façon, c'est difficile d'être dans une tradition ancestrale parce qu'elles ont plus ou moins toutes disparu. C'est difficile de dire je suis un chaman traditionnel celtique parce qu'en fait, les Celtes, il se passait tout à l'oral, donc on n'en sait rien en fait de ce que faisaient les Celtes. Et en fait, c'est pas grave parce qu'on a évolué aussi, donc c'est aussi à nous de réadapter le chamanisme aujourd'hui. C'est pour ça on appelle ça du néopaganisme ou du néo-chamanisme. Une fois qu'on a compris qu'il y avait ces 4 saisons et que ces 4 saisons étaient en lien avec des événements astronomiques, en l'occurrence l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver, c'est le jour où la nuit est la plus longue. Le solstice d'été, c'est le jour où la nuit est la plus courte. Donc c'est l'été, hein, c'est le début de l'été. Et là, c'est quand il y a égalité, en gros, entre le jour et la nuit. Donc c'est vraiment des portails, ces quatre énergies-là, et en fait, elles ont toujours été célébrées, on sait qu'elles ont toujours été célébrées comme des fêtes importantes. Il y a d'autres ces fêtes qui sont importantes, qui vont être les entre-deux. C'est-à-dire que au cœur de l'hiver, il y a une célébration qui s'appelle Imbolc. Au cœur du printemps, il y a une célébration qui s'appelle Beltane. Au cœur de l'été, il y a une célébration qui s'appelle Lama ou Lunasa. Et au cœur de l'automne, il y a une célébration qui s'appelle Samhain. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est des portails qu'on célèbre quand on fait du néopaganisme ou de la sorcellerie, mais qui sont en fait très en lien avec ce que la nature nous propose. Et donc je trouve que c'est très important de les célébrer, là où j'emmène la vigilance quand même sur un fait que c'est des portails. Vous allez voir pourquoi.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 8 dates qui vont être des portails pour nous mettre en condition. C'est-à-dire que quand on va rentrer à Mebon, là, c'est dans quelques jours, c'est le 22, et qu'on va faire un rituel pour Mebon, on va se mettre dans les conditions de je rentre dans l'énergie de l'automne, et l'énergie de l'automne, c'est faire le bilan, guérir, prendre soin. Mais ça, c'est primordial et c'est quelque chose dont on s'est coupé. Parce que déjà, il n'y a personne qui célèbre Mebon aujourd'hui, à part les gens qui ont vraiment cette envie-là. Mais ça nous permet de nous mettre en condition pour rentrer dans des énergies qui sont présentes malgré tout. Et tout à l'heure, je vous parlais de... On ne peut pas être à la fois dans la réaction et à la fois dans l'action. Il faut choisir. Et avec les énergies qui sont autour de nous, c'est pareil. Je peux subir ces énergies de Mebon et ces énergies d'automne en étant en réaction parce que je sais pas ce qui m'arrive. Il y a plein de deuils qui m'arrivent ou je fais le deuil de plein de choses et je ne comprends pas pourquoi. Alors que si je me mets en condition, je suis prêt à accueillir le deuil, à me faire mourir ce qu'il y a à faire mourir et à accueillir quelque chose de nouveau, à faire de la place en fait. Et c'est vraiment en harmonie avec ce que la Terre nous propose comme énergie. Donc si on reprend ces 4 énergies qui sont les 4 éléments et qu'on redescend d'un cran, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je vous ai donné le 2. Après, je vous ai dit le 2, il se divise lui-même en 2, donc ça donne 4. Un peu comme la division cellulaire. Hein. Et ici, nos 4, on va les rediviser en 2. Et en fait, on respecte un équilibre. Il y a toujours une énergie yang, une énergie yin. Ce qui fait qu'on va créer ce que j'appelle les 8 archétypes de l'âme ou les 8 archétypes de la sorcière, qui sont en fait des énergies fondamentales qu'on va traverser. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que les sabbats, c'est des portes d'entrée vers une énergie particulière. Souvent, on célèbre le sabbat, puis après, il se passe rien. Moi, ce que j'aime avoir, c'est de se dire que là, on va célébrer Mebon, on va se mettre en condition, et ensuite, on va rentrer dans une énergie qui est l'énergie de la guérisseuse. Et ça change tout, parce que, en fait, le travail qu'on a ouvert ici, il va continuer pendant 1 mois et demi jusqu'à Samhain. Et à Samhain, on va célébrer une autre, on va se mettre en condition pour aller chercher dans l'invisible, une fois qu'on aura fait de la place. Et ça, c'est porté par un archétype qui est l'archétype de l'augure, qui a cette capacité à aller voir l'invisible. Donc tout ça, c'est fondamental, et en fait, c'est hérité d'une logique très manichéenne qui est je prends l'eau, je prends le masculin de l'eau ou le féminin de l'eau, j'aime pas ces termes, mais je prends le yang de l'eau et le yin de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, c'est un tout cohérent, et je vais prendre une eau qui rentre à l'intérieur d'elle-même. Alors qu'est-ce que c'est qu'une eau qui rentre à l'intérieur d'elle-même, sur le plan symbolique? C'est la capacité à avoir de la clairvoyance sur nos ressentis. L'eau, c'est les émotions, c'est le ressenti. Si je rentre à l'intérieur de mes émotions, je vais développer de la clairvoyance, ou de la clairaudience, ou de la clairsensibilité, on va dire. Et ça, c'est le travail de l'augure. C'est d'être tellement sensible à ma sensibilité que je vais aller chercher au-delà de ma sensibilité, et je vais entendre des choses que je ne suis pas censé entendre, je vais toucher des choses que je ne suis pas censé toucher. C'est toute la question de la médiumnité. Si je prends l'eau et que je l'extériorise, c'est-à-dire que je rejette mon eau, l'eau, c'est l'empathie, c'est les émotions, et avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est le travail de la guérisseuse. C'est-à-dire, là, tu as mal, je vais te guérir. Et on va faire pareil pour les autres éléments. Donc, une terre intériorisée, c'est quelque chose qui fige et qui protège, quelque chose de précieux. Un peu comme je sais pas si vous voyez, quand vous avez des géodes de pierre, en fait, à la base, c'est juste une grande pierre qui maintient des cristaux en vie à l'intérieur. Et on les ouvre pour voir les cristaux à l'intérieur, mais en fait, ce travail de gardienne, c'est ce travail de protéger la lumière. Et d'ailleurs, on va commencer par là parce que c'est intéressant, parce qu'en fait, ce qu'on fait à Yule, c'est dans la saison sombre, vous vous souvenez, hein, les jours rétrécissent de plus en plus, l'obscurité se fait sentir, et à un moment donné, à Yule, l'obscurité est tellement grande qu'on se pose la question de est-ce qu'elle va revenir ou Et donc, dans cette obscurité-là, qui est totale, on va aller chercher quelque chose qui est la plus petite lumière qui survit dans l'obscurité. Ça, c'est vraiment un travail important à faire à Yule, qui est Noël aujourd'hui, mais vous voyez que la nativité, c'est vraiment en lien avec cette énergie-là. C'est d'aller chercher la lumière qui est en moi et qui brille quoi qu'il arrive. Et en fait, ça, c'est l'âme. Une fois que j'ai trouvé cette lumière, la gardienne va la protéger. Elle va faire en sorte, c'est comme un œuf. Si vous prenez un œuf et que vous l'écrabouillez, il n'y a plus d'œuf. Donc la gardienne, elle a ce rôle-là de préserver l'œuf, de préserver la lumière. Ensuite, une terre extériorisée,
c'est quelque chose qui se bâtit, c'est la construction, c'est la chair, c'est la matière, c'est la créativité. C'est comment je prends cette petite lumière et que je crée des choses autour d'elle pour qu'elle s'épanouisse. C'est un peu comme les petites racines qui sortent de la graine pour rentrer dans la terre. Ensuite, on va arriver dans l'élément air. L'air intériorisé. Donc l'air, c'est la sphère de la pensée, c'est la sphère de la pensée abstraite. Donc si je rentre à l'intérieur de ma pensée, je découvre toute l'étendue de mon imagination. Et ça, c'est le rôle de l'interprète, c'est de se dire, quand je vois sur une carte astrale mon soleil en scorpion, qu'est-ce que ça m'évoque sur le plan symbolique? Voilà, ça c'est le travail de l'interprète. Elle va faire l'interface entre le visible et l'invisible par la compréhension du symbole. Ensuite, on va rentrer. Donc, en fait, l'idée c'est que j'ai préservé la lumière, j'ai construit un plan autour de cette lumière pour qu'elle s'épanouisse. Ici, je vais la laisser infuser dans l'énergie des étoiles, en fait, en essayant de comprendre comment est-ce que je peux renforcer la puissance de cette lumière. Et ensuite, je vais être dans la béatitude. En fait, de l'air extériorisé, c'est cette capacité à... Ouais, en fait, c'est ça. C'est ici, j'ai pris position. L'enchanteresse, elle va manifester et elle va exprimer cette prise de position. Voilà la lumière que je suis et voilà ce que j'ai envie de construire à partir de cette lumière. Voilà quel est mon rêve, voilà quel est mon plan pour cette vie, voilà quelle est ma vision. Et une fois qu'elle l'a exprimé et que le monde l'a entendu, elle va pas attendre que ce soit le monde qui la réalise pour elle, elle va elle-même la manifester. Donc ça, c'est un feu qui est extériorisé, c'est j'agis. J'ai une vision d'un monde idéal, et bah c'est à moi de le construire. Je veux que tous les enfants soient accompagnés dans leur croissance, et bah je vais créer une école sur mesure pour les enfants pour allumer leur lumière, quoi, en gros. Une fois que j'ai œuvré, je vais rentrer dans un feu intériorisé. C'est-à-dire que ma création est sortie de moi, j'ai créé quelque chose, et maintenant je vais l'observer, et je vais me laisser nourrir par cette création qui ne m'appartient plus. C'est un peu comme l'artiste qui a créé une toile, avec son instinct et sa lumière, et qui en fait la regarde pour la première fois et se dit, comprend vraiment ce qu'il vient de mettre en place en fait. Et il est dans la gratitude de ce qu'il a construit, ou de ce qui s'est construit à travers lui. Voilà, c'est un moment où on se pose dans la gratitude et dans la béatitude de voilà ce qui est. Ça, c'est un feu intériorisé. Et on recommence indéfiniment. Voilà. Ça, c'est les 8 archétypes de l'âme qui, en fait, vont nous guider au quotidien pendant toute une année. Et en fait, quand je vous parlais de cycles, je peux traverser ces cycles sans jamais me prendre en compte leur message et revenir à mes bonnes chaque année en disant, bah, je recommence. Et là, je suis dans l'enfermement. Sauf que si j'ai vraiment vécu ce voyage initiatique, à un moment donné, je vais revenir à mes bonnes avec une conscience différente. Et donc, je vais implémenter dans ma vie des choses nouvelles. Donc, je vais évoluer. C'est ça, en fait, l'éveil spirituel. C'est redonner du sens tout en regardant l'expérience qu'on a vécue sur nos 3 sphères. Et accueillir le message de l'âme. Ok. Donc, ce voyage-là des 8 archétypes, j'ai envie de dire que c'est le corpus spirituel. C'est ce qu'on va mettre. Alors, le corpus, c'est le corps, c'est la matière, mais la spiritualité, c'est le sens qu'on donne. Donc, en fait, c'est le sens qu'on va donner à notre quotidien. Ça, c'est vraiment un chemin initiatique pour rendre notre quotidien merveilleux. C'est le corpus spirituel. C'est ce qui nous permet d'être, en fait, dans l'instant présent et dans l'harmonie avec la nature. Il va y avoir un autre cycle. Donc, tout à l'heure, on a pris le signe et on l'a divisé en 2 énergies, qui sont le yin et le yang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos 3 énergies qui sont un peu différentes, qui sont le corpus, l'animus et le spiritus, qu'en astrologie, on appelle l'énergie fixe, mutable et cardinale. Donc, pour vous redonner un peu de détails, le fixe, c'est celui qui fige. Je prends quelque chose et je le cristallise pour le rendre parfait. Le mutable, c'est les émotions, c'est je change, je transmute, je change des formes, quoi. Tout devient différent dans mes mains. Et le cardinal, c'est j'explore. Je pars dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ces 3 énergies à chaque élément pour arriver à 12 signes, qu'on appelle les 12 signes du zodiaque.
Et je vais le faire de manière égale, c'est-à-dire que mon feu, il va avoir un signe fixe, un signe mutable, un signe cardinal. Mon eau, elle va avoir 3 signes, mon terre, elle va avoir 3 signes, et mon printemps, il va avoir 3 signes. Et ensuite, ce qui se passe sur le plan symbolique, ou énergétique, les deux, c'est qu'on va répartir ces énergies équitablement dans l'année. Donc, je commence avec mon feu cardinal, ensuite, j'ai une terre fixe, ensuite, une air mutable, ensuite, une eau fixe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on répartit. On répartit d'abord les polarités. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ensuite, on répartit les éléments. Feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Et ensuite, on répartit les modes. Cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable. Et ça nous donne 12 énergies qui sont en fait l'expression spirituelle de ce que la Terre vit. C'est-à-dire que la Terre, elle est en communication avec les planètes, et elle est en communication avec les étoiles autour d'elle, et les autres systèmes solaires. Ça se manifeste concrètement sur Terre à travers ces 12 énergies-là. On va pas rentrer dans les détails ce soir, mais l'idée c'est que ça aussi c'est un chemin initiatique. Et c'est notre spiritus spirituel. C'est-à-dire que ma pensée, ma capacité à faire du sens, et à grandir dans ma spiritualité, dans ma tête, c'est lié à ces 12 éléments qui sont en fait un chemin initiatique. Et d'ailleurs, les 12 signes astrologiques sont en lien avec les 12 travaux d'Hercule, sur le plan symbolique. Donc c'est vraiment des travaux, quoi. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le bélier, je vais travailler avec le bélier, je vais en tirer des leçons, ensuite je vais rentrer dans le taureau, je vais travailler avec le taureau, je vais en tirer des leçons. Et ça, c'est un chemin initiatique qui nous est proposé chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le vit vraiment pleinement, en conscience? Et c'est ça, en fait, la différence entre le quotidien et la spiritualité. Et ça peut s'harmoniser, en fait. Donc pour vous donner globalement un peu ce qu'on va faire avec ces 12 énergies, le bélier il va travailler la question de je suis, fondamentalement, quelle est l'énergie brute de mon âme. Le taureau, il va lui donner une forme, sans forcément mettre du sens dessus. Juste, il va créer quelque chose de brut en lien avec cette énergie. Ensuite, les gémeaux, ils vont mettre de la conscience sur ce qu'ils ont construit. Puis, donc ça c'est la création des 3 corps, en gros. Ensuite, on va rentrer dans un travail d'individuation. Donc, j'ai 3 corps, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui différencie ces 3 corps qui sont moi de tous les autres? Donc là, je vais rentrer dans un processus de sensibilité avec le cancer. Je suis un être sensible. Ensuite, je vais travailler sur le plan de la manifestation avec le lion. Voilà, je suis une manifestation d'un individu. Et ensuite, je vais me mettre au service avec la Vierge. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand la Terre est en saison claire, elle est sur le plan de la manifestation, et elle s'étend. Alors que l'individu, quand il est sur le plan de la saison claire, il va être dans un processus d'individuation et d'introspection. C'est-à-dire que ces 6 énergies-là, elles sont orientées vers moi. Et ensuite, dans la saison sombre, la Terre va s'ouvrir, et nous, on va se refermer. Donc c'est intéressant, il y a toujours un équilibre. C'est pour ça qu'on parle de paradoxe, parce qu'en fait, tout doit être équilibré. Donc là, je vais rentrer en saison sombre avec cette notion de j'ai trouvé qui j'étais, maintenant je vais me mettre en communion avec le reste du monde. Je vais commencer par la balance, avec cette question de nous sommes un groupe idéal, une société idéale. Avec le scorpion, je vais rencontrer qu'en fait, cette société, elle n'est pas tant idéale que ça, il y a des non-dits, et il y a des choses qui grippent un peu le mécanisme, donc je vais venir détruire ces choses qui nous entravent. Avec le Sagittaire, je vais développer des nouveaux idéaux, en lien avec le fait que le monde est plus grippé. Avec le Capricorne, je vais les réaliser, ces idéaux. Et une fois que j'ai réalisé tous les idéaux, avec le Verseau, on va être en vie dans ce monde idéal, en fait, juste on en profite, quoi. Et une fois qu'on a bien profité de ce monde idéal, eh ben, on change de planète avec le Poisson, qui lui va s'ouvrir à l'infini. Et donc, ces 12 paliers, qui représentent un mois à chaque fois, hein, parce qu'on a 12 mois dans l'année, ils sont bénéfiques si on en prend conscience et si on travaille avec. Voilà, là on va rentrer dans la balance. On était dans la Vierge, donc la Vierge elle nous parlait du fait de devenir la forme parfaite qui porte nos intentions. La balance elle va se dire, est-ce que mes intentions sont en harmonie avec le monde? Et est-ce que le monde est harmonieux?
et est-ce qu'on n'aurait pas un idéal autre à trouver? Voilà, vous voyez que c'est progressif. Cette grille du zodiaque, elle agit sur le plan personnel, mais elle agit aussi sur le plan transpersonnel, et sur le plan de la planète, et sur le plan de la société. Donc en fait, c'est vraiment une grille de lecture qui nous permet de comprendre le monde et de se comprendre soi. Donc c'est vraiment important de cheminer en harmonie avec. Et c'est pas parce que moi je suis Scorpion que en fait je vais m'intéresser qu'à cette partie du monde, même si c'est le filtre qui me permet de voir le monde. Mais là, je vais rentrer en Balance. La Balance sera en avant, et donc je ressentirai ses effets. Donc je peux travailler avec elle. Et je peux travailler avec chacune de ces énergies à faire de ma vie une meilleure vie, et à faire de ma meilleure vie une meilleure vie pour le monde. Voilà, ça c'est tout le processus spirituel. Donc là, je vous ai dit que alors les 8 archétypes, c'est la spiritualité de mon corps, dans mon quotidien. Ici, on est sur la spiritualité de mon esprit, d'aller chercher les symboles. Il y a un truc qui se glisse entre les deux, qui va être le cycle initiatique de mes émotions. Et ça, c'est la lune. Donc pendant cette année-là, il va y avoir 12 lunes, ou 13 lunes, ça dépend des années. Donc il y a toujours 13 lunes, hein, mais des fois on en a 12, des fois on en a 13 en fonction de notre calendrier. Ces lunes-là, elles vont faire l'intermédiaire entre mon corps spirituel et mon esprit spirituel, en agissant sur mon plan émotionnel. Donc la lune, en fait, elle va juste syntoniser des énergies qui sont de l'ordre du zodiaque, et elles vont nous les mettre sur le plan émotionnel pour qu'on vive les bonnes choses ou les bonnes émotions qui sont qui représentent un potentiel d'éveil en fait. Voilà, donc il y a vraiment 3 cycles fondamentaux. Il y a le cycle des archétypes, le cycle des zodiaques et le cycle de la lune. Et ça, c'est les 3 grands cycles que la Terre porte et qui ont un impact sur notre quotidien. La question c'est, est-ce qu'on veut les subir sans forcément se poser la question, ou est-ce qu'on veut reprendre le contrôle pour travailler en harmonie avec ces énergies-là?